Raid meurtrier de l'armée israélienne sur Gaza, le chef militaire du Hamas qui était visé a trouvé la mort, mais avec lui 14 civils ont été tués. La communauté internationale dénonce cette attaque. Nous serons en direct avec le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Olivier Rafovitch. Merci d'être avec nous, on se retrouve dans un instant. Jean-Paul II honore son rendez-vous avec la jeunesse du monde. Le souverain pontife vient d'arriver à Toronto, au Canada, pour les JMJ. La guerre de la chasse relancée après la décision du gouvernement d'allonger la période de chasse pour certaines espèces protégées. Peut-être le dernier voyage pour la Calypso, amarré au quai de l'Oubli à La Rochelle, le célèbre bateau du commandant Cousteau pourrait se refaire une jeunesse aux États-Unis. Et puis un sport extrême dans les gorges du Verdon, des trompes-la-mort se jettent dans le vide du haut des falaises. Le but du jeu, déclencher son parachute le plus tard possible. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Une bombe d'1 tonne larguée hier soir sur Gaza par un avion de l'armée israélienne. L'attaque visait le chef de la branche armée du Hamas, accusé par Israël d'être à l'origine de nombreux attentats. Salah Shehadeh a été tué, mais avec lui 14 civils, dont 7 enfants. Un bilan très lourd, une attaque unanimement critiquée à l'étranger. Charles Anderlin et Talal Abourarmeh. La bombe téléguidée d'1 tonne a frappé un des quartiers les plus populeux de Gaza. Les Israéliens visaient l'immeuble de 3 étages où se trouvait l'appartement de Salah Shehadeh, un des chefs de la branche militaire du Hamas. L'immeuble est entièrement détruit et les maisons avoisinantes gravement endommagées. Le bilan est donc très lourd. 9 enfants ont été tués ainsi que 6 adultes, parmi lesquels Salah Shehadeh. Il y a 150 blessés, dont à nouveau de nombreux enfants. Et ce matin, les habitants de Gaza venaient se recueillir et manifester sur les lieux de l'attaque. Pendant ce temps, à Jérusalem, au début de la réunion de son gouvernement, tout en regrettant la mort de civils innocents, Ariel Sharon s'est félicité du raid qu'il a qualifié d'une des opérations les plus réussies de Tsahal et de conseiller aux Israéliens d'être particulièrement vigilants. Car la colère gronde dans la rue palestinienne et le Hamas promet des représailles sanglantes contre Israël. Je ne peux exprimer ma réaction par des mots, dit le cheikh Yassine, la réaction viendra par des actes. À Ramallah, où son quartier général est toujours encerclé par des chars israéliens, Yasser Arafat a appelé la communauté internationale à agir, non par des mots, mais en protégeant le peuple palestinien. Et en début d'après-midi, au cri de vengeance et de Dieu est grand, 100 000 personnes ont participé aux obsèques des victimes du raid israélien. Toutes les organisations palestiniennes, tous les groupes armés étaient là. Si les principales capitales condamnent sévèrement ce raid israélien, le Premier ministre Ariel Sharon, lui, s'est donc félicité de l'élimination du chef militaire du Hamas. Pour le gouvernement israélien, Salah Shehadeh était en train de préparer de nouveaux attentats. Bernard Lebrun. Regard et stature impressionnante, Salah Shehadeh, 49 ans, était le chef de guerre de Gaza. Un militaire, toujours habillé en civil parce qu'homme politique, mais qui ne croit qu'en la voie des armes. Il est l'inventeur d'un missile bricolé mais redoutable, surnommé le Qassam, du nom de la branche militaire du Hamas, les forces Izz-el-Din al-Qassam qu'il dirigeait. Selon les experts, quelques centaines de combattants seulement, peu armés mais surentraînés à l'action commando et terroriste. Au nom du Hamas, c'est Shehadeh qui organisait puis faisait exécuter les plus terribles attentats commis contre des civils, comme ici dans cet hôtel le jour de la Pâque juive. Les combattants de Qassam et autres martyrs viennent d'ici, des rangs des milliers de sympathisants du Hamas, le mouvement de la résistance islamique fondé en 1987 lors de la première intifada. Cet après-midi en Cisjordanie, à Jenin comme à Ramallah, les Palestiniens du Hamas ont redit leur haine d'Israël et hurlé leur désir de vengeance. En direct de Jérusalem avec nous, le lieutenant-colonel Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée. Le ministre de la Défense a exprimé ses regrets concernant la mort des civils. L'armée explique même qu'elle ignorait que des civils se trouveraient à proximité. Alors on a du mal à vous croire quand on sait que Gaza est l'une des régions les plus peuplées du monde. Bonsoir. L'action israélienne est une action de légitime défense. Salah Shehadeh est le responsable de la branche armée du Hamas, Azadim el-Qassam, responsable de l'attaque, de 200 attaques terroristes, de l'envoi de terroristes suicidaires en Israël même. Il a même d'ailleurs envoyé son propre neveu
se faire exploser en Israël il y a quelques mois. Nous avions dernièrement une information très précise sur le lieu dans lequel il se trouvait. Nous avions décidé de ne pas passer à l'action par le fait qu'il y avait des civils auprès de lui. La nuit dernière, l'armée israélienne et l'aviation, avec leurs renseignements, sont passés à l'action. Nous ne savions pas qu'il y avait des civils avec lui. L'engin qui a frappé, a tué Salah Shradeh et également un autre responsable important du Hamas. Malheureusement, effectivement, nous déplorons que les civils, des femmes et des enfants ont également été atteints dans l'attaque. Mais n'oublions pas qu'il y a une guerre ici. Une guerre d'une démocratie, une guerre de l'État hébreu contre le terrorisme. Nous devons absolument tout faire pour nous défendre. Et je crois que la seule solution ici est que les Palestiniens décident d'arrêter la violence, d'arrêter le terrorisme, et ceci peut-être mettra fin à ce cycle de violence, parce que ceci nous ne le voulons pas. Alors précisément, sur le plan politique, la condamnation est unanime de Washington à Moscou. George Bush estime que cette action menée de main lourde, ce sont ses propres mots, ne contribue pas à la paix. Javier Solana, haut représentant de l'Union européenne pour la diplomatie, dénonce lui aussi cette attaque. Avant de vous retrouver, lieutenant-colonel, je vous propose tout de suite d'écouter Javier Solana. La réaction, c'est des condamnations parce que je crois que c'est un acte qui va au-delà des règles de comportement pour lutter contre le terrorisme, et aussi parce qu'il y a quelques jours qui ont recommencé des conversations entre les deux parties, palestiniens et israéliens, et je ne crois pas que des actes comme ça vont aider la bonne atmosphère qui avait commencé dimanche. Alors c'est vrai que des signes de détente étaient apparus, on vient de l'entendre. Le Hamas envisageait, semble-t-il, même un arrêt des attentats suicides, et vous décidez de frapper dans une zone civile. Écoutez, ne soyons pas naïfs. Le Hamas est une organisation terroriste islamique qui veut détruire l'État hébreu, qui veut détruire l'État d'Israël. Il n'y a aucun rapport avec qui est au gouvernement, M. Sharon ou M. Barak. Les groupes extrémistes islamistes veulent l'anéantissement total de l'État hébreu, et nous devons faire tout, absolument tout, pour défendre l'État, parce que personne d'autre à la place de l'armée israélienne et de l'État d'Israël fera cette action, et nous devons la continuer. Malheureusement, encore une fois, nous déplorons que des civils, des femmes et des enfants ont été atteints dans cette action. Alors le Hamas promet une vengeance terrible à l'État d'Israël. Vous avez éliminé l'organisateur présumé d'attentats sur votre sol, et voilà que pour venger sa mort, on vous promet d'autres attentats. C'est un engrenage sans fin. Vous savez, le terrorisme n'a pas besoin de raison et de prétexte pour agir. Le Hamas agit depuis maintenant de nombreuses années contre Israël. Nous avons réussi à éliminer ce numéro 1 de la branche militaire du Hamas. Nous pensons qu'il y aura d'autres attaques, mais qu'à partir d'un certain moment, il y aura des problèmes pour renouveler une infrastructure qui était totalement sous contrôle de Salah Shradeh, qui heureusement a été éliminé par l'armée israélienne. Et je vois également vous dire que le danger de l'islamisme fondamentaliste n'est pas seulement pour Israël, il est pour le monde entier, et nous devons d'abord ici l'arrêter avant qu'il se dégage, qu'il avance autre part, en Europe et dans d'autres endroits du monde. Merci colonel, vous étiez en direct de Jérusalem. J'ajoute à l'instant cette dépêche qui nous apprend qu'une roquette artisanale palestinienne a été tirée à partir du nord de la bande de Gaza. Elle a explosé sans faire de blessés à Sderot, une localité du sud d'Israël. Et puis pour refermer cette page, des images venues du Liban où près de 25 000 réfugiés palestiniens ont manifesté cet après-midi dans plusieurs camps contre ce qu'ils estiment donc être un massacre. Cette attaque israélienne hier soir sur Gaza faisant 15 morts. Aux États-Unis, le Français Zacarias Moussaoui jugé saint d'esprit. Il est, vous le savez, le seul inculpé en liaison avec les attentats du 11 septembre. Zacarias Moussaoui doit comparaître à nouveau jeudi et cette décision laisse penser que le juge pourrait accepter sa demande de plaider coupable des charges retenues contre lui. Jean-Paul II au rendez-vous des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape vient d'arriver à Toronto, au Canada. Première étape d'un déplacement de 10 jours qui le conduira ensuite au Guatemala et au Mexique. Envoyés spéciaux Isabelle Stess et Dominique Merle. Ce n'est pas la souffrance qui aurait pu faire renoncer Jean-Paul II. Mais après 10 heures de voyage, c'est le visage défait qu'il apparaît sur la passerelle. Dans un effort surhumain, il descend les marches. Chaque mouvement est un exploit accompli sous les applaudissements de ses hôtes à Toronto. Dans un autre lieu, chacun patiente à sa manière avant de retrouver Jean-Paul II, car le pape ne rencontrera les jeunes que dans 2 jours.
C'est un frisbee spécial pape. Frère Nicolas a dédié sa dernière passe au Saint-Père. Pour ces JMJ, les jeunes ne verront le pape qu'en de rares occasions. Il faut qu'il se repose pour être plus en forme. Il a raison. Si on le voit pas, tant pis, on l'entendra. Il se ressource complètement au contact des jeunes. Et nous aussi, au son contact. Dernier préparatif dans le parc des expositions de Toronto. 200 000 jeunes, 173 nationalités sont attendus pour ce Woodstock catholique. 4 fois moins que les prévisions en raison des incertitudes sur la venue du pape. La question m'est revenue tant de fois, des gens me demandaient est-ce que le pape va vraiment venir. Les gens me disaient non, il ne sera pas, je ne crois pas que le pape va venir. C'est ici que sera célébrée dans quelques heures l'ouverture de ces 17e journées mondiales de la jeunesse. Et si le pape ne sera pas de la fête, c'est à lui que tous ces jeunes rendront hommage. Nouvelle baisse à la Bourse de Paris aujourd'hui, moins 2,53%. Chaque jour semble apporter son lot de désillusions pour les petits actionnaires. Reportage à Maury Guibert et Séverine Lebrun. Ce matin, en face de la Bourse de Paris, dans ce restaurant pour financiers affamés. La journée s'annonce bien, les cours qui défilent en permanence sont à la hausse. Oui mais voilà, en ce moment il vaut mieux s'attendre au pire. Et dès le début d'après-midi, tout repart dans le rouge. Un yo-yo qui dure depuis des jours et qui laisse perplexes les petits actionnaires. Quand les fonds de pension américains ont besoin d'argent, ils vendent. Alors s'ils vendent dans un marché qui était 3, on baisse de 5% hier, entre 16h30 et 17h30. On était à moins 1, on a même été positif au début de la journée, et ensuite on a terminé à moins 5. Ce sont des variations qui sont aberrantes. Chez ce courtier en ligne, on passe les ordres de petits actionnaires, et beaucoup d'entre eux ont perdu leur repère. L'euphorie boursière est terminée, avec des fiascos retentissants comme Vivendi, Universal, France Télécom et Alcatel. Moralité, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, car certaines actions sont nettement à la hausse depuis le 1er janvier. C'est le cas par exemple de Castorama, Seb ou encore Bouygues Offshore. Entre hausse et baisse, il vaut donc mieux bien surveiller sa mise. On est en période estivale, c'est les vacances. On ne peut pas se permettre de partir en congé en ce moment sans regarder ce que fait le marché. On a vu que vendredi on a perdu plus de 5%, hier plus de 5%. Si vous êtes à la plage et que vous regardez votre compte mardi matin, il est évident qu'on ne peut pas se permettre en étant en position sur son compte de le laisser complètement vivre et ne pas le regarder. Certains en tout cas profitent du jeu de yo-yo de la Bourse de Paris. Les courtiers en ligne enregistrent ainsi plus d'ouverture de compte qu'il y a un mois. Petit élément positif dans le marasme des derniers jours. Retour aux fondamentaux pour le groupe Canal+. Le nouveau patron de Vivendi Universal, Jean-René Fourtou, solde ainsi l'ère Messier. Il annonce la vente de certaines branches du groupe, histoire de réduire la dette de Vivendi. Céline Crespi, Julien Bachellery et Rémi Poissonnier. L'ambiance à Canal, c'est comment aujourd'hui? Je sais pas, j'arrive de vacances. Vacances écourtées pour certains chez Canal+, car l'avenir de la chaîne cryptée était présenté cet après-midi par le président de Vivendi Universal. À la sortie du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le message lu par Jean-René Fourtou se veut clair, Canal+ n'est plus à vendre. Comme vous le constatez, c'est un peu au retour de l'ancien Canal. Il est essentiel que le personnel se retrouve dans cette société, se remobilise. Vivendi Universal se recentre donc sur ses activités franco-françaises. Les studios Canal, la société de production cinéma, restent dans le giron de Vivendi, une annonce qui soulage les salariés. Pour nous, c'est la première vraie bonne nouvelle depuis le 12 avril. C'est-à-dire qu'on a enfin une vraie vision de ce que va devenir Canal+, SA. C'est-à-dire on retrouve notre Canal+, une boîte qui gagne de l'argent pour lequel les gens probablement seront contents de travailler. Les branches très malades, c'est-à-dire les filiales européennes, seront elles vendues. Rupert Murdoch, le mania australien de la presse, s'est déjà dit intéressé. Quant au Paris Saint-Germain, Vivendi pourrait s'en séparer. Dans les grandes surfaces à côté des maillots de bain et des crèmes solaires trônent déjà les cartables et les cahiers de la rentrée prochaine. Prévoyants, nombreux sont les parents d'élèves qui anticipent la ruée de septembre. Reportage Vincent Fourcade et Daniel Lévy. L'été sur les quais de Seine, il y a ceux qui passent de belles vacances et d'autres qui ont déjà le nez dans les cahiers. Dans cette librairie, depuis juin, tout est prêt pour les accueillir. Pas question de passer à côté des jolis bénéfices de juillet.
On va faire 30% du chiffre d'affaires scolaire de l'année, c'est-à-dire environ 3 millions et demi d'euros. Alors une boîte de feutre fin... Faire ses courses en juillet, c'est l'assurance d'avoir un maximum de choix et surtout d'éviter la cohue de septembre. Mais qu'importe la période choisie, une constante demeure, les enfants veulent souvent ce qu'il y a de plus cher et les parents, eux, ont un budget à tenir. Plutôt que de dire un non total à tout, on dit oui à une chose par exemple comme le cartable et puis on sera peut-être moins facile à dire oui pour d'autres produits. Et pour une petite fille, négocier avec maman c'est souvent nettement plus compliqué qu'avec papa. Mon père, je sais que quand il veut bien, c'est quand il fait ça, ça veut dire qu'il veut bien, donc j'essaie qu'il arrive à ce moment-là pour qu'il veut bien. Sur les épaules des parents, la pression est de plus en plus lourde, car les produits griffés ont envahi les rayons, le prix de la rentrée s'en ressent. Une rentrée scolaire coûte à peu près 60 € lorsqu'il n'y a pas d'achat de cartable, puisque les contenants valent cher, et on est autour de 100 € dès qu'il s'agit d'acheter un cartable en plus. Pour aider certains parents, l'allocation de rentrée scolaire a donc été reconduite, comptez 249 € par enfant de 6 à 18 ans. À Lyon, pour maintenir à tout prix le lien avec leurs proches détenus en prison, des familles organisent ce qu'on appelle des parloirs sauvages. Elles s'approchent au plus près de l'enceinte des prisons, Saint-Paul et Saint-Joseph, posant ainsi des problèmes aux riverains, mais aussi à la SNCF. Reportage Virginie Fichet, Philippe Évêque. Des années que ce perchoir improvisé envoie leurs paroles en l'air. La rue, une fosse entre la prison et la gare, où se perdent les bribes d'une intimité livrée sur la voie publique. Y a qui de Vénitieux? Personne? Non! Plusieurs fois par jour et plus particulièrement en soirée, ils viennent par petits groupes. Copains de banlieue, membres de la famille, ils traversent les voies de la gare Perrache. Pour quelques mots échangés dans les cris, ils bravent interdits et dangers. Nous avons des trains qui passent à une vitesse de 30 km/h, et c'est assez dangereux. Et surtout que quand on vient voir pour les faire partir, ils s'égayent dans les voies, ils vont de partout. Et ça comporte certains risques. Police ferroviaire, vidéosurveillance, la SNCF a épuisé tous les moyens de dissuasion, en vain. Ultime solution envisagée, un rempart supplémentaire entre la prison et l'extérieur. Ce serait avec une partie murée et puis une partie de clôture, pour empêcher à la fois la vision et puis empêcher que les gens montent et passent par-dessus. Parce qu'on a également ce risque-là, on est face à des personnes qui sont prêtes à tout. Car les parloirs sauvages s'accompagnent souvent de projectiles, nourriture, téléphone portable ou même drogue. Une pratique qui ajoute à la tension déjà présente dans l'établissement, réputé vétuste et surpeuplé. On a retrouvé notamment des coupes-boulons ou c'est vrai que notre crainte en tout cas, c'est l'intrusion d'une arme à feu, quoi. La situation de la prison au cœur de la ville favorise le rituel. Pour beaucoup, le seul remède efficace serait donc son déménagement pur et simple, déménagement actuellement à l'étude. Un réseau de faux monnayeurs démantelé dans le village de Séguré au nord de Carpentras, dans le Vaucluse. Des faux billets de 50 €, très bien imités selon les spécialistes, sortaient de l'imprimerie clandestine. 5 hommes ont été interpellés. Selon les gendarmes en charge de l'enquête, il s'agit sans doute de la plus grosse affaire de faux euros découverte en France. La saison de chasse aux oiseaux migrateurs vient d'être allongée par le gouvernement. C'était une promesse de Jean-Pierre Raffarin, mais les nouvelles dates suscitent l'indignation des mouvements écologistes et la guerre entre chasseurs et protecteurs de l'environnement de reprendre de plus belle. Arnaud Boutet, Alexandre Cara. Au départ, le gouvernement voulait faire plaisir aux chasseurs. À l'arrivée, il relance un vieux conflit avec les écologistes. Au centre de la polémique, il y a les oiseaux de passage et les gibiers d'eau. Selon les espèces et selon les lieux, la chasse ne commence plus le 1er septembre mais le 3 août. L'an prochain, on déposera les armes le 3e dimanche de février et non plus le 31 janvier. Je crois que c'est plutôt ces 2 dernières années qu'on nous avait volé très largement des semaines entières de possibilités de chasse. Mais les dates varient selon les régions. Il y a donc malgré tout des chasseurs déçus. Dans le camp adverse, c'est carrément la colère. À droite, les amis écologistes de Corinne Lepage brandissent le carton rouge et rappellent qu'il existe une directive européenne qui interdit la chasse pendant les périodes de migration. Ces directives ne sont pas respectées par la France, alors que là on voit bien qu'elles sont nécessaires, il faut les respecter. Et l'État donne un très mauvais exemple justement en ne respectant pas ces lois.
Sans fusil, la bataille s'annonce juridique, avec un probable recours devant le Conseil d'État. Et là, les Verts se montrent plutôt confiants. La justice administrative est très rapide, donc en référé, ça va demander quelques jours, et le Conseil d'État ne va pas se dédire quelques mois après avoir dit que c'était le 31 janvier pour la fermeture et puis le 1er septembre pour l'ouverture. Je ne vois pas qu'ils reviennent en arrière, donc ce décret sera cassé et les chasseurs seront mécontents. Pour le gouvernement, le pari est donc risqué. Jean-Pierre Raffarin tient pourtant sa promesse électorale de l'entre-deux-tours des législatives. Mais une chose est sûre, en matière de chasse, on ne peut décidément pas plaire à tout le monde. C'est un bateau mythique qui pourrit lentement depuis 4 ans dans le port de La Rochelle. La Calypso du commandant Cousteau pourrait bien prendre le chemin de la côte est des États-Unis, car personne en France n'a été en mesure d'assurer sa restauration. François Privat, Alain Darigrand. Amarrée depuis 4 ans à La Rochelle, la Calypso est en mauvais état. Selon la fondation Cousteau, l'ancien dragueur de mine, construit en 1941, va prendre la direction de New Rochelle, près de New York. Une traversée de l'Atlantique à bord d'un cargo pour devenir pièce maîtresse d'un nouveau musée autour de l'Odyssée du commandant Cousteau. Un projet de 20 millions d'euros financé par des mécènes américains. Je n'ai jamais trouvé en France les moyens de faire ce projet, soit parce que ça m'obligeait à déléguer des droits qui sont liés aux propriétés des noms et d'images que nous possédons, soit parce que des gens voulaient exploiter le bateau à leur compte et en faire du commerce. Donc ça c'est très, très éloigné de la mission du commandant. Pourra-t-on réparer la Calypso aux États-Unis ? Jacques Mordel, expert maritime, a ausculté le navire après son naufrage accidentel à Singapour en 1996. Aujourd'hui, il estime moins onéreux de reconstruire un bateau identique. On a donc ici des bois qui sont complètement détruits là, et ce n'est pas qu'une seule membrure, puisque on peut voir ici, celle-ci est dans le même état, celle-ci aussi. Est-ce qu'on peut la sauver? Mon avis, non. On peut la sauver si on veut. La garder comme ça, si vous voulez, jusqu'au moment où elle va couler un jour ou l'autre. Il y a des chances, il ne faut pas oublier qu'on pompe actuellement à bord. C'est un désaccord juridique entre un mécène, propriétaire du bateau, et la fondation Cousteau, qui a fait capoter le projet de musée annoncé voilà 4 ans à La Rochelle. Si une solution est trouvée avec notre collègue de la ville de New La Rochelle, nous serons très heureux qu'elle puisse se concrétiser rapidement. Selon plusieurs experts maritimes, dans son état, la Calypso peut en effet couler à tout moment. Une mairie ultra-moderne pour Londres. La capitale britannique inaugurait aujourd'hui en grande pompe le bâtiment signé de l'architecte Norman Foster. Bertrand Delanoë était de la cérémonie et il a pu constater que, question décorum, il y avait quelques différences avec l'hôtel de ville de Paris. Correspondance Claude Sampère, Dominique Marotel. Les architectes londoniens n'ont pas peur des contrastes. Voici la nouvelle mairie de Londres. Certains croient y reconnaître la forme d'un œuf. D'autres parlent plutôt d'un phare de voiture ou d'un masque d'escrime. Ce bâtiment ultramoderne, signé Norman Foster, est situé en plein centre du Londres historique, à 2 pas du Tower Bridge et de la célèbre Tour de Londres. Le bâtiment a été inauguré ce matin devant une petite foule enchantée. Même si d'habitude je préfère l'architecture traditionnelle, j'aime ce bâtiment. On dirait un escargot sorti de la Tamise. Je ne sais pas si ça va bien aller avec les monuments autour, mais c'est très impressionnant. Pour l'occasion, la reine en personne s'est déplacée et est venue rencontrer le nouveau maître des lieux, Ken Livingstone. L'intérieur du bâtiment est également très spectaculaire. Un gigantesque escalier en spirale, des parois en verre omniprésentes. La nouvelle mairie a coûté près de 67 millions d'euros et sa construction a évidemment provoqué de vives polémiques. Mais ce matin, les invités d'honneur, parmi lesquels Bertrand Delanoë, ne tarissaient pas d'éloges. Je pense que c'est un beau risque qui a été pris. Regardez, l'architecte qui a fait le City Hall à Londres a ajouté cette coupole sur le Reichstag à Berlin et c'est magnifique. Donc là, c'est bien aussi un heurt d'architecture différente. En tout cas, les touristes pourront dorénavant ajouter ce bâtiment à leur liste de monuments à visiter. C'est historique, l'américain Boeing et le groupe européen EADS viennent d'annoncer un accord de partenariat dans les missiles de défense. Jusque-là, chacun faisait cavalier seul. L'annonce a été faite au cours du salon aéronautique de Farnborough en Angleterre. Explication avec Patrice Pelé. L'Amérique avec Boeing et l'Europe avec EADS vont donc travailler ensemble sur cet énorme projet, un bouclier antimissile nucléaire que voici. Dès le démarrage des missiles ennemis,
Un avion muni d'un faisceau laser va tenter pour commencer d'en détruire un maximum. Ceux qui passent ce premier barrage sont alors détectés dès leur arrivée dans l'espace par une multitude de satellites en position fixe autour de la Terre. Ensuite vont se succéder plusieurs opérations dans un délai très court. Pour commencer, le repérage des vraies têtes nucléaires qui sont toujours mélangées avec de fausses ogives dès lors. Deuxièmement, l'envoi des coordonnées spatiales jusqu'au poste de commandement au sol. Et pour finir, le démarrage du missile tueur qui n'a devant lui qu'une poignée de secondes pour réussir l'interception. Les temps de réponse dans ce domaine sont très courts puisque les vitesses relatives entre l'assaillant et l'intercepteur sont grandes, en gros 20 fois la vitesse du Concorde, et donc les temps de réaction sont extrêmement courts. Ces missiles tueurs seront dotés de supercalculateurs plus que jamais. Aucune erreur ne sera possible. Ce programme d'études, ambitieux et difficile, prépare la voie pour des accords ultérieurs qui devraient être signés entre les gouvernements concernés. Saisie record de stéroïdes anabolisants en Belgique. Les autorités ont confisqué 550 kilos de produits dopants, valeur estimée près de 140 millions d'euros. Ces produits généralement utilisés dans le milieu sportif étaient prêts à être expédiés vers plusieurs pays. Et puis à propos de dopage, notez que Jan Ullrich, vainqueur 97 du Tour de France, mais qui ne participe pas à l'épreuve cette année, a été condamné à 6 mois de suspension par la Fédération allemande de cyclisme après un contrôle positif aux amphétamines. Au chapitre sportif maintenant, victoire du Colombien Santiago Botero dans la 15e étape du Tour. Nathanaël de Rinxin et Nadine Picard. Réfugié dans le véhicule médical, Christophe Moreau ne peut retenir ses larmes. Le Français quitte le Tour, vaincu par la malchance et une nouvelle chute ce matin au kilomètre 80. Moreau est tombé dans ce virage avec un coéquipier de Richard Virenque. Touché au visage, le leader de l'équipe Crédit Agricole a bien tenté de repartir en vain. Pris de vertige, Moreau doit mettre pied à terre sur avis médical. On peut noter le nombre de... Enfin, la malchance qu'il a eue sur ce tour en tombant 4 fois, et à chaque fois les chutes comme ça usent un peu les organismes, un petit peu plus, puis moralement c'est difficile aussi à supporter. Et aujourd'hui pour Christophe c'était malheureusement la chute en trop. Sylvain Chavanel, lui, a un peu plus de chance. Victime d'une queue de poisson, le jeune Français se relève sans trop de mal. Finalement aujourd'hui, pour ne pas apercevoir l'ombre d'un problème, il fallait se trouver avec les 7 coureurs échappés. 2 Français, 2 Belges, un Espagnol, un Slovène et le Colombien Botero. 10 minutes derrière les échappés, le peloton est animé par un duel inédit. Virenque et Jalabert se disputent le maillot à pois et finissent au sprint l'ascension des 7 cols du jour, ce qui laisse perplexe leurs nombreux supporters. Petite préférence pour Richard Virenque quand même, qui reprend la pêche actuellement. Voilà, maillot à pois, c'est très bien pour lui. Après 6 heures d'échappée, les 7 hommes de tête voient enfin le bout du tunnel. Mais dans l'ascension vers les 2 Alpes, Botero accélère. Le Colombien ne se fait pas prier pour franchir seul la ligne d'arrivée. Il remporte sa 2e victoire d'étape cette année sur le Tour et remonte à la 7e place du classement général, à moins de 12 minutes de Lance Armstrong. Cette semaine en baie de Lorient ont lieu les derniers entraînements du défi français qui participera aux éliminatoires de la prochaine Coupe de l'Amérique. Le voilier sera acheminé en Nouvelle-Zélande par cargo jeudi. Julien Beaumont et Guillaume Michel. À force de jouer les gros bras tous les matins, la fatigue se fait sentir. Et n'allez surtout pas croire que la croisière s'amuse. Le 1er octobre en Nouvelle-Zélande, les éliminatoires de la course de l'América commencent, une compétition qui réunit les meilleurs mondiaux tous les 4 ans. Dernière navigation à bord du défi français. On va un petit peu tirer dessus pour essayer de voir tout ce qui pourrait faire défaut, qui pourrait éventuellement casser à Auckland. Il faut qu'on le casse maintenant pour arriver à faire quelque chose de fiable. Cette année, le défi dispose de 2 bateaux. L'un est tout neuf, l'autre c'est un mélange de récent et d'ancien. Un duel qui préfigure ce que sera la course, l'occasion de noter les différences de chacun. Seul, on se sent toujours les plus rapides sur le plan d'eau. À partir du moment où il y a un bateau étalon, on sait à chaque fois que quand on règle un peu différemment le bateau, quand on met du nouveau matériel, on sait exactement si c'est plus ou si c'est moins en termes de performance. Ça ouvre. 16 hommes à bord. Okay. Et un peu plus. Ils viennent de toutes les filières de la voile française. Course au large, régate, multicoque. Ce réservoir humain, c'est sans doute l'une des forces du défi français, à défaut de disposer d'un budget conséquent, comme les autres concurrents. Il y a maintenant un groupe de 40 personnes
qui se relaient sur les deux bateaux. Et parmi ces 40-là, il va falloir faire des choix. À la dernière édition, la France était allée jusqu'aux demi-finales. Un exploit. Cette fois, avec une meilleure préparation, un équipage plus aguerri, le défi voudrait au moins égaler cette performance. Le bateau se veut très innovant. Il devra être avant tout performant à l'automne en baie d'Auckland. La volonté de faire d'Hermann Maier, l'Autrichien veut revenir à la compétition. Voilà près d'un an que le triple champion du monde de ski alpin était absent des pistes après un très grave accident de moto. Vous le voyez sur ces images, premier stage d'entraînement sur un glacier suisse près de Zermatt et tout a l'air de bien aller pour Hermann Maier. Plus fort que le parachutisme et le saut à l'élastique réunis, voici le base jump, un sport extrême que pratique une poignée de trompe-la-mort dans les gorges du Verdon. Le but, se jeter dans le vide, du haut d'une falaise et déclencher son parachute le plus tard possible, histoire de bien profiter des sensations. Reportage Thomas Dandois et Jean-Yves Blanc. À l'aube, sur les hauteurs des gorges, lorsque les vents somnolent encore, de drôles d'oiseaux s'offrent de temps en temps une verticale d'adrénaline. 6 secondes de chute libre à 120 km/h et un atterrissage dans un mouchoir de poche. La moindre erreur, le moindre petit oubli peut être fatal. Ces base jumpers le savent bien, rien ne doit gêner l'ouverture foudroyante de la voile. Alors avant chaque saut, il faut vérifier et revérifier les parachutes, inspecter la zone de départ, et lorsque surgit l'instant favorable, Il ne faut pas penser que l'on est des fous, des inconscients. On effectue ce genre de saut en essayant d'avoir les conditions optimum, que ce soit les conditions météorologiques comme les conditions mentales et physiques. Aux États-Unis et en Norvège, le base jump a été interdit. Trop d'accidents, trop de morts. En France, il est encore toléré par les autorités. Alors Michel, JP et les autres ne se privent jamais d'un petit corps à corps avec le vide. Allez, bas. Ces base jumpers ont tous au minimum 5000 sauts d'avion. De quoi, disent-ils, se frotter aux falaises avec un maximum de sécurité. Et pourtant, pas un ne voudrait voir ses enfants suivre son exemple. La Corse, paradis des randonneurs, c'est plus tranquille. 1500 km de chemin balisés, dont le célèbre et tout de même très difficile GR20. Mais les sentiers sont escarpés et lorsque les secours doivent intervenir, c'est 8 fois sur 10 avec des hélicoptères. Les pilotes de la base militaire de Solenzara s'entraînent très fréquemment à ce type d'opération. Éléonore Gay et Rémi Poissonnier ont suivi un de ces exercices. Quelque part au cœur du massif de Bavela, 2 blessés ont besoin d'aide. Après une chute, l'un d'eux est grièvement atteint. Eh bien, on va trier sur le léger avant de l'objectif, oui. Malgré l'urgence, les militaires gardent le contrôle. Il faut dire que ce sont les sauveteurs eux-mêmes qui ont déposé les victimes sur le rocher. L'exercice de secours en montagne vient de commencer. Le plongeur a monté à la potence. Les sauveteurs plongeurs disposent de quelques minutes pour évacuer le premier blessé. C'est des actions qui sont assez délicates. Attention pour lever. Lever. Poser. C'est des actions qu'on a l'habitude de faire et qu'on maîtrise parfaitement. L'opération est menée avec le plus grand sérieux, bien qu'il ne s'agisse que d'un scénario. Bon, la plupart du temps, les gens qui l'écrivent sont les gens qui encadrent et qui forment, et les gens qui vont mener l'exercice, eux ne le connaissent pas. Donc au fur et à mesure, ils découvrent des petits points de détail qui sont pris sur la réalité. Donc c'est ça la différence, mais par contre, la grosse différence, c'est le stress et la motivation. Les gens sont très motivés quand ils partent sur du réel, parce qu'il y a une vie à sauver, ou plusieurs d'ailleurs. L'évacuation de la seconde victime ne posera aucun problème. Pendant l'été, ce type d'entraînement constitue le quotidien de l'escadron d'hélicoptères. Accident d'escalade, secours en canyon ou intervention de nuit. En cas d'incident sérieux, ces hommes peuvent ainsi prêter main forte aux pompiers et à la gendarmerie. Un renfort utile au moment où des milliers de randonneurs arpentent la montagne corse.
C'est un chantier au long cours, un peu comme l'étaient ces bateaux d'un autre âge. À Rochefort, la construction, à l'identique de la frégate Hermione, qui avait emmené Lafayette en Amérique, se poursuit. Le chantier a commencé il y a 5 ans, il doit s'achever en 2007 et il est financé pour moitié par les touristes qui viennent admirer la frégate. Christophe de Valambra, Philippe Ritten. Visite privilégiée au cœur de l'Hermione. Ces vacanciers sont les millionièmes visiteurs du chantier. Ils ont gagné le droit de pénétrer avec l'expert technique à l'intérieur de la frégate. La réplique exacte du navire qui amena Lafayette en Amérique au XVIIIe siècle. Je pourrais leur dire aux enfants, et voilà, j'ai visité l'Hermione par l'intérieur. Je peux prendre une photo des deux côtés? Comment? Je peux prendre une photo des deux côtés? Ah oui, oui, c'est ce que vous voulez. Photo souvenir d'un chantier extraordinaire. Depuis 5 ans, les pièces de chaîne monumentales s'assemblent pour donner vie à l'Hermione. 65 mètres de long, plus de 1200 tonnes une fois terminé. Les visiteurs profitent du spectacle, mais surtout permettent le projet. Plus de 50% du budget de construction est assuré par les visiteurs. Sans les visiteurs, ce bateau ne pourrait pas se construire. Les pièces qui sont en train de poser actuellement, ce sont ce qu'on appelle des courbes de Beau. Aujourd'hui, la structure générale de l'Hermione apparaît, mais il reste énormément à faire. Les travaux avancent lentement, le prix de la précision. La frégate de Lafayette est reproduite dans le respect absolu de l'original. Tout ce que l'on fait, c'est conforme. Depuis la taille des bois, depuis le chevillage, parce que dans ce bateau, rien n'existe dans le commerce. Rien, pas le moindre petit clou, tout est à réaliser, tout est à confectionner pour le bateau. Moi personnellement, c'est un de mes plus gros chantiers que je fais. On a d'habitude des chantiers de 2 ans, mais celui-là, ça va nous prendre à peu près 10 ans de notre vie. Ça fait énorme, ouais. Vous n'êtes jamais découragé? Non, on n'a pas le droit de l'être. Si tout va bien, la coque de l'Hermione flottera en 2005 sur la Charente. La frégate devrait être complètement achevée en 2007. Elle prendra alors la mer pour Boston, dans le sillage de Lafayette. Dernière semaine pour le Festival d'Avignon. Alors bien sûr, il y a le programme officiel, les grands textes, les grands auteurs et le prestige de la cour d'honneur, mais il y a aussi le off, ce festival parallèle où foisonnent les idées et les nouveaux talents. Claude Crespo, Alexandre Delaval. Le Off d'Avignon a 20 ans. Il n'a jamais été aussi riche. 705 spectacles, souvent de qualité, très divers. Des duos exotiques, mais aussi des solos, ou plutôt des one-woman shows. Je vais sur mes 30 ans là. Monteuse. Comment? Dans un style qui n'est pas sans rappeler Muriel Robin, Florence Foresti esquisse quelques portraits de femmes au vitriol. Bon, peu importe. Après la pétasse, la star de cinéma. Jérémie ressemble tellement à son père, il faudrait qu'il le voie un jour, ce serait bien. Il y a la féministe qui assiste aux noces d'une amie. Et alors tu vas avoir droit à la totale? Tout le traitement, la mairie, l'église, la robe blanche. On peut pas la prendre grise? Du cirque avec Philippe Goudard, un clown qui rate tous ses effets. Mais c'est aussi un artiste qui mélange les genres avec des acrobaties, de la jonglerie et de la poésie. Non mais qu'avez-vous appris? Ça vous a plu? Non mais ça mérite réflexion, méditez s'il vous plaît. Alors justement, cirque ou théâtre? J'ai un pied sur le théâtre et un pied dans la piste depuis quelques années. Et je n'ai pas de réponse. Tout équilibré et tout en blanc, je partirai comblé, je partirai content. Enfin, un opéra-ballet, avec une compagnie de la Réunion, Talipo, qui joue Cala le feu. 12 tableaux sauvages, avec des artistes malgaches, argentins, sud-africains, martiniquais et réunionnais. Jane Birkin sur les planches, la chanteuse est en Normandie pour le festival Swinging in Deauville. Hier, elle a donné un spectacle intitulé Arabesque, un concert où Jane Birkin revisite le répertoire de Serge Gainsbourg, mais avec des arrangements très orientaux. Olivier Lenuzza, Yann Moine. Cette chanson, les feuilles mortes, s'effacent de mon souvenir et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. La chanson de Prévert, les vers d'un dandy désenchanté dont le souvenir se faufile au hasard dans le bar d'un hôtel de Deauville. Les mots du poète redessinés par sa muse.
les poètes ne meurent pas si tu continues de les porter. Mais comme j'ai dit encore une fois, maintenant il faut que je devienne modeste. Il avait peut-être besoin de moi il y a 10 ans, mais maintenant c'est plus le cas. Si tu fais comme le café, rien que m'énerver, rien que m'exciter, ce soir l'ami sera blanche, couleur café. Couleur café, saveur d'Orient, une nouvelle orchestration qui respecte l'esprit de l'auteur. En tout cas, c'est sage. Et ça, c'était magnifique aussi, dans cette indulgence de mélancolie, que ça sursaute et que tout d'un coup, on danse, comme Sage avait dit, de rire, de peur, d'en pleurer. Et ça aussi, c'est très oriental. Ils lisent, les autres, on s'en fout. L'éternelle femme-enfant entame lors du concert une danse imaginaire. La même attitude, les mêmes gestes, une danse, la décadence de Serge et de Lady Jane. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo, Patrice Drevet. Le film ce soir, c'est La femme du cosmonaute avec Victoria Abril et Gérard Lanvin. Minuit 20, le dernier journal, Ève Mettet. Dès 6h30 télématin, Jean-Paul Chapelle recevra Marie-Lise Lebranchu dans Les 4 vérités. À 13h, Laurence Ostolaza. On se quitte avec ces images de 14 bébés requins. Ils viennent de naître au Marineland d'Antibes. Leur mère mesure 2 mètres et pèse 100 kilos. Elle a attendu pendant une année complète l'heureux événement. À demain 20h.